Louis soit Jésus-Christ. Ici Louis pour Radio Regina. Bonjour à tous les éditeurs. Nous sommes en compagnie de Yannick et de Cécile pour parler du féminisme. Un excellent sujet. Alors bonjour Cécile, bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, petite précision, hein. Donc aujourd'hui c'est pas moi l'animateur, vous avez remarqué. Pour être clair, Cécile est la fiancée de Louis. Donc ils sont ensemble, donc chez les parents, hein, dans les règles de l'art. Et on parle ici à peu près 1500 km de distance via Skype. Hein. Et donc, exclusivité totale, les amis auditeurs. Après 41 émissions, nous avons enfin une fille parmi nous pour intervenir sur un sujet qui touche justement à la question féminine, le féminisme. Voilà. Bon, inutile de préciser que sur Radio Regina, on différencie les hommes des femmes. Hein. Bref, on va parler des modes de cette année, des théories du genre, etc. Mais donc oui, nous avons bien une fille. Bon. Tu introduis ? Voilà, donc bonjour à tous. Nous allons commencer d'abord par une petite définition afin de retracer vite fait le féminisme, une brève histoire du féminisme, et ensuite la conversation aura lieu de manière assez relaxée entre nous tous. Donc, quelle est la définition du féminisme ? Donc, on peut dire que le féminisme est un mouvement qui tente de mettre la femme à la même place sociale que l'homme. C'est-à-dire que la femme désire disposer des mêmes droits que l'homme de manière sociale, avoir accès à un travail et ne plus respecter sa destination première qui est d'être une femme au foyer telle que Dieu l'a instaurée depuis le début. Parce que comme nous le verrons plus loin, ce n'est pas l'homme qui a été créé depuis la côte de la femme, mais bien le contraire. Donc voilà, nous allons continuer avec ça. Après, bien entendu, la femme peut avoir d'autres vocations que femme au foyer, évidemment. Hein. C'est pas du tout féministe de dire ça. Bien entendu, tout à fait. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Et puis bon, ça c'est un peu aussi une définition utilisée quand même par les ennemis pour faire croire que le féminisme est juste un accès à certains droits. Mais comme par hasard, après elles ne veulent plus être que égales mais supérieures. Bon, voilà, petite parenthèse. On s'est compris, ouais. Oui, tout à fait. Ici, je donnais une définition de monsieur et madame tout le monde, mais je pense que nos auditeurs sont largement au courant de la définition du féminisme. Ça, c'est la définition Wikipédia mécréant. Parce que ça voudrait alors faire croire qu'avant, la femme n'avait aucun droit. Bien sûr. Mais donc, c'est quoi la vraie définition ? Oui, mais c'est bien, on donne la définition de l'ennemi. Comme ça, on donne la définition de l'ennemi par rapport à son point de vue. Oui. Après, évidemment... Bon, alors, il faut bien le dire, quoi. Il faut bien le dire dans la définition. De la question féministe, qu'est-ce qu'on dirait, alors ? Ben, c'est simplement que la volonté des femmes à ne plus vouloir respecter la nature voulue par Dieu, d'être assujettie à l'homme. Mais ce n'est pas une question de droit, parce qu'après, alors viendra la question les femmes n'avaient pas le droit à des comptes bancaires, et tous ces blablabla, alors que seulement 2% des hommes à l'époque avaient des comptes bancaires. Et donc, on s'éloigne du sujet si on parle de droit. Le féminisme est d'abord contre nature, presque autant que les péchés contre nature, et ça va au-delà de certains droits. Voilà, là donc on a la définition, on a les définitions de l'ennemi, et puis on a la définition chrétienne. Voilà, on se comprend bien. Ah ben, et on voit que de toute façon la définition de l'ennemi est totalement hypocrite, puisque d'un point de vue dignité, l'Église a toujours affirmé que l'homme et la femme sont égaux, et donc ce n'est pas le sujet. On voit bien Saint Paul aux Galates, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni masculin, ni féminin, car tous, vous ne faites qu'un seul dans le Christ Jésus. Oui. Donc cette définition est absurde. Et donc il faut surtout discuter de la définition catholique pour pouvoir combattre cette erreur. Ouais. Et donc la question, petite question, est-ce que l'Église a nommément condamné le féminisme ou pas ? Alors, tu veux répondre, Cécile ? Voilà, donc ce que l'Église en dit. Donc en fait, on se rend compte que
le pape Pie XI et le pape Léon XIII ont eu vent d'un document des Carbonari, qui est en fait un document, les Carbonari étaient très similaires aux francs-maçons, et qui est un document qui explique le plan des francs-maçons pour détruire l'Église catholique, mais la destruction de l'Église catholique passe par la corruption de la femme, parce qu'on ne sait pas supprimer la femme en tant que telle, donc au lieu de la tuer, on va la corrompre. Donc ici, j'ai un petit extrait de ce fameux texte Alta Vendita, donc le fameux plan de corruption des Carbonari, où il est bien spécifié que, donc voici le petit extrait. C'est la corruption en grand que nous avons entreprise, la corruption du peuple par le clergé et du clergé par nous. La corruption qui doit nous conduire à mettre un jour l'Église au tombeau. J'entendais dernièrement un de nos amis rire d'une manière philosophique de nos projets et dire « Pour abattre le catholicisme, il faut commencer par supprimer la femme. » Le mot est vrai, mais puisque nous ne pouvons supprimer la femme, corrompons-la avec l'Église. La corruption du meilleur est la pire. Le but est assez beau pour tenter des hommes tels que nous. Ne nous en écartons pas pour quelques misérables satisfactions de vengeance personnelle. Le meilleur poignard pour frapper l'Église au cœur, c'est la corruption. À l'œuvre donc jusqu'à la fin. Donc voilà, ici on remarque bien dans la petite partie, bien entendu, ce texte fait plusieurs pages, que leur but est réellement de corrompre la femme en lui mettant en tête qu'elle ne serait pas à l'égal de l'homme, ce qui est totalement faux du point de vue catholique, étant donné qu'on sait que la femme a la même dignité que l'homme. Oui, mais on est égaux d'un point de vue de dignité, mais bon, bien sûr, nous n'avons pas le même rôle. Nous n'avons pas le même rôle. Nous ne sommes pas égaux. Il y a une inégalité tout de même, mais pas liée à la dignité. Voilà, tout à fait. Dire quand même. Tout à fait. Ce qui est aujourd'hui, en fait, les gens ne font plus cette distinction et se calquent sur le fait que la femme ne serait soi-disant pas égale à l'homme. Ici, ce passage donc date bien de 1838 et c'est une lettre d'un des chefs francs-maçons à un de ses collègues, dont je me suis trompée tout à l'heure, c'est le pape Grégoire XVI, qui en a eu connaissance et qui a demandé que ça soit révélé au grand public. Mais alors, si vous pouvez quand même un peu dire, rappeler aux auditeurs, faire des rappels sur ce que dit l'Église sur le rôle tant de l'homme que de la femme, pour bien rééquilibrer les choses. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a bien eu, évidemment, condamnation du féminisme, même si c'est pas de façon directe. Enfin, on n'a pas, le nom n'est pas cité. Explicite, oui, voilà. Ça, c'est certain. Bon, on le voit bien avec Pie XI. Oui. Est-ce que... Alors, c'est un extrait un peu long que tu vas nous lire, je pense. Hein, donc, c'est un extrait d'une encyclique, je sais plus le nom. Enfin, tu vas nous le dire. Mais bon, maintenant, ce n'est pas obligé d'être lu. Bah si, je pense qu'on peut le lire, comme ça fait une émission complète et que les auditeurs sachent bien à quoi s'en tenir, je pense. Donc ouais, non, vas-y, ne te prive pas. Parce que même dans beaucoup de chapelles tradies, femme soit soumise à ton mari n'est plus acceptée. Et donc cette encyclique qui est quand même le magistère de l'Église, va contre beaucoup de gens qui se disent soi-disant de notre camp. Voilà. Donc elle est importante. Ouais, non. Alors, je dis, les mêmes maîtres d'erreur qui ternissent l'éclat de la fidélité et de la chasteté nuptiale n'hésitent pas à attaquer la fidèle et honnête subordination de la femme à son mari. Nombre d'entre eux poussent l'audace jusqu'à parler d'une indigne servitude d'un des deux époux à l'autre. Ils proclament que tous les droits sont égaux entre époux. Estimant que ces droits violés par la servitude qu'on vient de dire, ils prêchent orgueilleusement une émancipation de la femme déjà accomplie ou qui doit l'être. Il décide que cette émancipation doit être triple, qu'elle doit se réaliser dans le gouvernement de la vie domestique, dans l'administration des ressources familiales, dans la faculté d'empêcher ou de détruire la vie de l'enfant, et il l'appelle sociale, économique ou physiologique. Physiologique car ils veulent que les femmes soient à leur gré affranchies des charges conjugales et maternelles de l'épouse, ce qui n'est pas émancipation, mais crime détestable, nous l'avons suffisamment montré. Économique, ils entendent par là que la femme, même à l'insu de son mari et contre sa volonté, puisse librement avoir ses affaires, les gérer, les administrer sans se soucier autrement de ses enfants, de son mari et de toute la famille. Social, enfin, et par là, enfin, ils enlèvent à la femme les soins domestiques, ceux des enfants et ceux de la famille, pour que, cela négligé, elle puisse se livrer à son génie naturel, se consacrer aux affaires et occuper des charges même, des charges publiques.
Mais ce n'est pas là une vraie émancipation de la femme, et ce n'est pas là non plus cette digne liberté conforme à la raison qui est due à la noble tâche de la femme et de l'épouse chrétienne. C'est bien plutôt une corruption de l'esprit de la femme et de sa dignité maternelle. Un bouleversement aussi de toute la famille, par où le mari est privé de sa femme, les enfants de leur mère, la maison de la famille tout entière d'une gardienne toujours vigilante. Bien plus, c'est au détriment de la femme elle-même que tourne cette fausse liberté et cette égalité non naturelle avec son mari. Car si la femme descend de ce siège vraiment royal où elle a été élevée par l'Évangile dans l'intérieur des murs domestiques, elle sera bien vite réduite à l'ancienne servitude, sinon en apparence, du moins en réalité, et elle deviendra ce qu'elle était chez les païens, un pur instrument de son mari. Mais quant à cette égalité des droits qui est si exaltée et que l'on réclame si vivement, il faut la reconnaître dans les choses qui sont propres à la personne et à la dignité humaine, qui accompagnent le pacte nuptial et qui sont appliquées par la vie conjugale. En ces choses-là, chacun de des époux jouit assurément des mêmes droits, et il est tenu à la même obligation. Dans les autres choses, une certaine inégalité et une juste proportion sont nécessaires. Celles qui exigent le bien de la famille, l'unité et la stabilité nécessaires d'une société domestique ordonnée. Si parfois, cependant, les conditions sociales et économiques de la femme mariée doivent se modifier en quelque manière, à cause du changement qui s'est introduit dans la forme et des usages des relations humaines, il appartient au pouvoir public d'adapter les droits civils de la femme aux nécessités et aux besoins de notre époque, en tenant compte de ce qu'exige le tempérament différent du sexe féminin. L'honnêteté des mœurs, le bien commun de la famille, et pourvu que l'ordre essentiel de la société domestique soit sauvegardé. Cet ordre a été institué par une autorité plus haute que l'autorité humaine, savoir par l'autorité et la sagesse divine, et ni les États, ni les lois de l'État, ni le bon plaisir des particuliers ne sauraient le modifier. Mais les ennemis les plus récents de l'union conjugale vont plus loin encore. À l'amour véritable et solide, fondement du bonheur conjugal et de la douce intimité, ils substituent une certaine correspondance aveugle des caractères et une certaine union des cœurs qu'ils appellent sympathie. Quand celle-ci prend fin, ils enseignent que le lien ne se relâche par lequel seuls les cœurs sont unis et qu'il se dénoue tout à fait. Mais ce n'est pas là, en toute vérité, édifier de la maison sur le sable. Dès que celle-ci sera exposée au flot des adversités, elle sera aussitôt ébranlée et elle coulera. Et les vents ont soufflé et ils se sont rués sur cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Mais au contraire, la maison qui a été établie sur la pierre, à savoir sur la charité entre les époux, et consolidée par l'union délibérée et constante des cœurs, ne sera ébranlée par aucune adversité, et à plus forte raison, ne sera pas renversée. Bon, Ouais. ben, c'est clair. Dans ce texte, il y a beaucoup à traiter, parce qu'on parle aussi d'action publique de la femme. Et ça, je ne sais pas si tu peux en parler, Yannick, mais depuis 12, on a aussi parlé. Mais attends, juste dire un truc, une chose en tout cas, hein, ce qui est très intéressant dans ce texte. Déjà, premièrement, comme toujours, quand l'Église condamne quelque chose, elle le fait à merveille, elle met le doigt là où il faut, au centre du problème, et elle explique très très bien. Ça tombe très bien qu'on en parle parce que, actuellement, il y a encore, même dans la société mécréante, des gens qui réagissent au féminisme, c'est-à-dire contre, mais en condamnant ce qu'on appelle le néo-féminisme, c'est-à-dire la deuxième vague de féminisme. Hein. Et ils vont dire, oui. le féminisme à la base c'était bien, mais ça a mal tourné. Et même des catholiques malheureusement font ça. Même des catholiques font ça. Or, le texte ici qu'on est en train de lire, ça condamne la première vague de féminisme. La première vague, c'est quoi ? C'est une vague féministe qui venait des Lumières, évidemment dans la haute bourgeoisie, etc. Hein, voilà. Et c'était une remise en cause du statut, du rôle féminin dans tout ce qui était institutionnel. Donc notamment l'institution du mariage. Voilà. Bon, aussi il y a eu les histoires après, les histoires de droit de vote pour les femmes, etc. Ça c'est encore autre chose. Puis nous, de toute façon, entre nous, on est contre le droit de vote en soi, donc c'est pas... Donc c'est la démocratie libérale en soi. Donc ça c'est encore notre débat. Mais je veux dire, même les histoires de droit de vote des femmes, peu importe, l'intention qu'il y a derrière était évidemment nuisible. Et le texte de Pionce met justement les gens qui disent que c'est juste le néo-féminisme le problème, il les met en position latérale de sécurité. C'est le féminisme qui est en problème. Le féminisme n'est pas un concept catholique, il est condamnable et condamné, très clairement. Oui. Ben, de toute façon, il suffit d'aller à la marche pour la vie et de voir toutes ces femmes qui crient contre le féminisme qui est cause de l'avortement, mais elles y vont habillées comme des hommes, elles y vont habillées comme des femmes qui veulent s'émanciper par rapport à l'homme,
elles y vont parfois en acceptant et en se disant catholique, bon, pour éviter l'avortement, on va accepter la pilule. Donc, c'est du vent, c'est du flanc. Si on quitte le magistère, on va Voilà. pas mort d'avance et ces gens, aucune solution. Aucune. C'est ça. Aucune. Alors, les histoires de contraceptifs, blablabla, c'était pour la deuxième vague de féminisme. Évidemment, bon, la première, évidemment, qu'il y avait déjà des dégénérés avant ça, hein. Mais après, là, c'est-à-dire la deuxième vague est apparue dans les années 60. Et cette deuxième vague, c'était plus... On avait dépassé le cadre institutionnel pour passer au cadre sociologique, psychologique, etc. Et c'est ça qui a amené toutes les histoires de... identité de genre et blablabla, contre le paternalisme social et blablabla. Enfin, vous connaissez la chanson jusqu'à nos jours. Après, on parle aussi d'une troisième vague de féminisme. Mais pour moi, il y en a vraiment que deux. Il y a l'institutionnel et puis la psychosociologique. Avec la troisième, c'est juste qu'ils sont devenus encore plus dégénérés. C'est juste ça. Hein. Voilà. Ils veulent toujours aller plus loin. C'est juste ça. C'est même plus du féminisme s'il n'y a plus d'hommes ni de femmes. Donc, oui, mais justement, on va en parler. Enfin, voilà, après, on peut juste voir par rapport aussi au texte de P12, parce que P12 en a parlé aussi. Tu veux lire, Cécile? Discours aux jeunes époux. Oui, donc voici le texte de P12. Les tentations du jour. Les conditions de vie résultant de la situation actuelle économique et sociale, l'accès des hommes et des femmes aux professions libérales, aux arts et aux métiers, leur travail côte à côte dans les usines, les bureaux et les différents emplois, tout cela tend à établir en pratique une large équivalence entre l'activité de la femme et celle de l'homme, et bien souvent, les époux se trouvent dans une situation qui se rapproche fort de l'égalité. Souvent, le mari et son épouse exercent des professions de même ordre, fournissent par leur travail personnel à peu près la même contribution au budget familial, tandis que ce travail même les conduit à mener une vie assez indépendante à l'égard l'un de l'autre. Les enfants que Dieu leur envoie entre-temps, comment sont-ils surveillés, gardés, éduqués et instruits? Ce sujet, ce texte est magnifique parce qu'il traite à la fois du travail des femmes et en même temps des femmes aux études. Parce qu'on parle, P12 parle bien de la femme qui a les mêmes qualifications que l'homme. Et même d'autres choses. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il va encore plus loin que P11 par rapport à justement cette fameuse première vague de féminisme institutionnel. Et de surcroît, il donne un bon tacle à la question de la mixité. La mixité sociale, il attaque aussi. Donc voilà, qui apporte aussi son lot de problèmes dans la société. Donc magnifique. Bien sûr. Position latérale de sécurité. J'ai aussi une question pour vous deux. Bon, là, on voit quand, on va dire, la proie directe est la femme. Mais comment est-ce que, selon vous, vous pouvez nous expliquer, on a agi sur l'homme pour qu'il accepte tout ça, ou qu'il ne le voit pas? Yannick, tu as quelque chose à... Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais après, vas-y. Hein. Mais tu as quelque chose à ce sujet-là, sinon je... Reprends, parce que moi, je vais partir dans un truc qui va être long, donc vas-y, n'hésite pas. Voilà. Donc en fait, on se rend compte que une première pensée, pas réellement féministe, mais précurseur, si on peut dire ça comme ça, du féminisme nous vient en fait du protestantisme. Pourquoi? Parce qu'avec le protestantisme, l'homme est devenu un être indépendant qui s'est éloigné du corps mystique de l'Église. Mmh. Donc de la société de l'Église, mais qui dit société de l'Église dit également société donc de la famille. Donc on s'est rendu compte que la famille a cessé de fonctionner avec des êtres interdépendants l'un de l'autre, mais que les membres de la famille sont devenus des membres indépendants. Et qu'au lieu de rechercher à travailler ensemble vers un bien commun, chacun a cherché à travailler à son propre petit bien personnel. Donc, malheureusement, les hommes, en fait, ont quitté leur rôle, les hommes avec un petit H, ont quitté leur rôle de chef de famille pour se concentrer sur des choses individuelles à eux. Et malheureusement, il y avait une place à prendre qui a été prise par la femme, par sa nature tentatrice, mais également parce qu'il fallait avoir un chef de famille et il fallait faire tourner la maisonnée. Donc malheureusement, on dit souvent que si le féminisme en est là où il en est, c'est parce que les hommes ont cessé d'agir en tant qu'hommes. Après, par rapport au protestantisme, je n'ai pas bien compris. J'ai compris ce qu'on voulait dire. Maintenant, et alors, en fait, l'idée,
le premier truc, c'est que la notion de mariage, fatalement, mariage, c'est quoi? C'est une équipe, c'est une communauté. Donc c'est une communauté d'entraide. Oui. Mais après, que l'homme ait ses affaires d'homme à faire, moi ça me semble normal. Qu'il ait ses business, qu'il ait des choses à faire. Enfin, à un moment donné, je veux dire, ça doit pas être... parce que là, c'est justement ce qu'on voit actuellement, c'est que les hommes, ils sont enfin en Occident, sont tout le temps avec les enfants, ils jouent avec, ils sont amis des enfants. Oui. Et ils sont pas des pères, en fait. Ils font pas grandir leurs fils, ils sont pas respectés par leurs filles. Voilà. Oui, c'est ça. Donc le problème, en fait, ce que je voulais dire par leurs affaires d'hommes, c'est qu'ils ne se sont plus tracassés du bien commun de la famille. Donc au lieu de prendre les grandes décisions familiales qui regardent les enfants, l'école des enfants, Ouais. des choses dans ce point de vue-là, ils n'ont plus pris leurs responsabilités, en fait. Oui, ils ont plus la vision, c'est ça. Ils ont plus la vision. En fait, il y a plusieurs choses à dire. L'écrasante majorité des hommes occidentaux vont trouver quelqu'un, non pas par la raison ou nécessairement le plan de vie plus que ça, c'est avant tout pour des histoires d'amour-passion. Amour, c'est tout le temps ce qu'on entend. C'est dans les films, c'est dans les... Et ça vient de même plus longtemps que les protestants. C'est évidemment, ça remonte à loin. Enfin, ça remonte à loin. C'est le roman. Oui, à cette vague-là, il y a les Shakespeare. Et puis avant, évidemment, au Moyen-Âge, il y a l'amour courtois. Mais là, c'est toutes des saletés. D'ailleurs, c'est un amour courtois qu'on pense venir des soufistes mahométans. Toutes des saletés qu'ils ont pourri le cerveau des hommes. Mais évidemment, quand je parle des hommes, c'est d'une certaine haute classe à la base. Et c'est là que viennent pas mal de problèmes, d'ailleurs. Et puis après, c'est évidemment diffusé petit à petit dans le reste de la société. Mais les histoires d'amour, passion, tout ça, quand ça a commencé à vraiment imprégner toute la société, je pense que ça remonte plutôt 19e et surtout 20e siècle. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus, chez la plupart des gens, en dehors des hautes classes, pour parler en termes de classe évidemment, c'était plutôt le mariage égale contrat. Voilà, il n'y a pas d'histoire... en mariage, c'est en contrat pour faire une communauté, pour s'entraider. Voilà, parce qu'on partage la même vision, on a le même plan de vie et il y a quelque chose à faire. Maintenant, le problème, c'est que les hommes, ils n'ont plus la vision et leur but est terrestre aussi, c'est les femmes. Même pas une femme, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est affolant, c'est l'homme étant raisonnable, il a fallu d'abord lui changer sa manière de penser, mais ce qui est affolant, c'est que c'était à la base normalement celui qui devait être le moins révolté par la famille catholique. Et c'est pourtant par lui qu'ils ont commencé. Et justement par les éléments que tu dis, mais il y a quoi d'autre? Alors moi ça, personnellement j'ai pas étudié la question, mais là en tout cas ce qui est bien, là on est tous les trois, c'est clair, c'est net, on est un peu plus clair que tout le monde tape sur la femme actuelle, tout ça, le féminisme et tout ça, mais je remarque, là on est en train de parler entre nous, je remarque bien, et je pense que beaucoup d'auditeurs sont lucides aussi sur la question, notamment dans le milieu catholique, si on en est là, l'homme évidemment a une grosse part de responsabilité parce que c'est la dévirilisation de l'homme qui fait que le féminisme est. Sinon, ce serait même pas la peine d'en parler, ça n'existerait même pas. Il n'y a même pas eu. Dévirilisation qui est venue parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Voilà, exactement. L'homme n'a plus voulu reconnaître Dieu comme étant son chef. Donc, l'homme n'ayant plus de chef et n'étant plus soumis à un chef, pourquoi la femme irait se soumettre à un homme? Ah oui, c'est ça. Tout est dit. On pourrait même arrêter là. C'est exactement ça. Parce que nous, on est bêtes. Parfois, on a cette bête vision. Il n'y a plus la foi en Europe depuis Vatican II. Non, il suffit de lire le curé d'Ars. Il est arrivé dans un village sans foi, sans plus rien. C'était mort et il a relevé la foi de son village. Mais donc, il faut arrêter de croire que avant Vatican II ou avant la Deuxième Guerre, les gens avaient une foi immense. Non, les hommes avaient déjà beaucoup, ne voulaient plus obéir à Dieu. Et donc, pourquoi une femme se soumettrait à un homme qui ne se soumet à aucun chef? Mais c'est là le souci. Bon, je crois qu'on est d'accord. Après, entre nous, on a le même problème. La dévirilisation a évidemment contaminé aussi notre communauté catholique. Ça, on en a encore parlé très récemment avec l'histoire de Vincent Lambert, où on s'est contenté de faire du légalisme, alors qu'on a des jeunes qui auraient pu se sacrifier. Mais bon, il n'y a plus personne qui se sacrifie. Tout le monde a peur d'aller en prison. C'est ça et puis la confiance dans l'ennemi. Ouais. Non, mais il y a toujours des bonnes excuses. Enfin, on va en parler longuement, mais si on regarde un petit peu le monde,
Il y a vraiment qu'en Occident qu'on est féminisé. J'ai un peu de mal à imaginer des manifestations féministes, des pleurnichis féministes en Albanie ou en Tchétchénie ou d'autres endroits du monde. Parce que là, il y a des hommes. Là, il y a des hommes. Donc on voit bien de façon empirique. Ouais. Bah donc voilà, en fait, il faudrait d'abord refaire des vrais hommes. Hein. Voilà, c'est juste. En fait c'est le féminisme, c'est la conséquence de la lâcheté masculine. Et la lâcheté qui joue aussi, beaucoup d'hommes, en fait, ils profitent bien du féminisme. Ils profitent bien, justement, du fait de ne plus obéir à Dieu, de ne plus avoir de loi. Parce que les hommes, dans nos pays, sont devenus totalement immoraux. Ils sont devenus totalement immoraux. Eh oui. Le féminisme, ils en profitent. Le féminisme, ils en profitent, mais ça leur vient dans la figure. Ils en profitent dans le sens où les contraceptifs et l'avortement, c'est eux, parce qu'on dit toujours que c'est pour la femme, machin. Non, non, non. Les premiers qui en profitent, c'est les hommes. Parce que eux, ils font leur saleté et pas de problème. Voilà, affaire réglée. On tue le bébé si nécessaire, pas de problème. Voilà, en fait, c'est la femme qui paye le prix de ça au bout d'un moment, puisque passé la trentaine, quand elle a voulu faire son féminisme à fond de balle, avec sa grosse carrière, elle a pris du pouvoir, tout ce que le féministe lui disait. Fatalement, il n'y a plus aucun homme qui est intéressé. Là, elle se retrouve sans enfant. Et là, avec souvent beaucoup de femmes, beaucoup de regrets. C'est normal. Ou alors, il faut le dire aussi, c'est une conséquence. C'est preuve que le féminisme est cause d'une absence de Dieu chez les hommes. Prenons le cas des Mahométans qui se disent antiféministes. Oui. Comme ils adorent un faux Dieu, ils ne peuvent pas être en communion avec lui. On voit, soi-disant ils se disent antiféministes, mais on voit leur attitude avec les femmes européennes. Ils en profitent très bien. Donc c'est la preuve que sans le retour des hommes au vrai Dieu, il n'y a aucune solution. Je vois ce que tu veux dire. Ils se comportent mal avec les femmes européennes. Ça, oui, parce qu'ils sont pas très droits par rapport à ça, ils en profitent et ils disent qu'il y a des femmes haram, des femmes halal ou je sais pas quoi. Donc ça c'est une chose. Mais les catholiques, évidemment, nous, fatalement, ici, maintenant, le catholicisme dans nos sociétés, c'est évidemment effondré. Donc on n'a plus que des mécréants. Mais ce que je dirais plutôt avec les Mahométans, quand tu disais qu'ils prenaient plein de femmes européennes et tout ça, justement, parlons-en. Les femmes européennes, justement, si on regarde bien, vont de plus en plus chercher l'exotisme avec des Mahométans et des Africains, c'est tout ce qu'on veut. Bien sûr. Voilà, pour des raisons qui sont on ne peut plus claires. C'est justement le problème de virilité. Avant, il n'y avait pas ça, parce qu'avant, c'était ce qu'on appelait les blédards, tu vois, les Africains avec un petit accent, etc., ça plaisait moins. Mais une fois qu'ils ont l'accent disparaît, qu'ils ont un niveau d'éducation, et quand ils obtiennent un salaire égal, parce que s'ils restent dans la pauvreté, évidemment, c'est tout à fait normal, les femmes ne s'intéressent pas, ce qui est logique, mais quand ils touchent un peu d'argent et tout ça, là, c'est parti. Beaucoup partent avec les étrangers, c'est un peu comme les blancs qui sont dans les pays asiatiques. C'est pour l'apparence de virilité, mais ce n'est pas une vraie. Parce que on voit quand même dans beaucoup de ces fausses religions qu'ils ramènent la femme à la servitude. L'Église catholique veut ramener la femme au rang qu'elle avait avant le péché originel de plus en plus. Il veut la mettre dans une soumission naturelle en l'enlevant de la soumission dégradante due au péché originel. Donc, ces fausses religions ne sont pas réellement viriles parce qu'elles sont quand même, pour la plupart, il y a une apparence de virilité, mais sont quand même contre les femmes. Il ne faut pas simplement se dire, ils tiennent leurs femmes bien et tout se passe bien, parce que ça ne va pas comme ça. Pie XII dit bien, par exemple, je lis aux femmes italiennes, c'est la gloire impérissable de l'Église d'avoir rendu à cette vérité le rang et l'honneur qui lui revenaient et libéré la femme d'une servitude dégradante contraire à la nature. Donc il n'y a que par l'Église qu'on peut le faire. Malheureusement, on arrive à un déséquilibre parce que c'est quand même dans la nature de la femme, moi qui suis femme, je peux le dire, de rechercher un homme qui soit digne de ce nom, donc viril, qui prenne des décisions. Mais le féminisme fait que les hommes sont devenus des lavettes dans beaucoup de milieux. Alors, la femme, naturellement, va rechercher un homme qui a l'air d'être un homme, donc elle va le chercher dans les cultures arabes, par là, musulmanes. Cependant, elle ne se rend pas compte qu'en fait, ce n'est pas une virilité bonne.
Parce que le Mahométan remettra la femme à sa place, non pas d'esclave, parce que c'est un mot très fort, mais en tout cas, la femme a une dignité à partir du moment où elle n'est que mère, mais elle fait partie de la propriété de l'homme, elle n'est pas reconnue en tant qu'être, comme l'Église catholique le veut. Chez nous, dans le mariage, l'un appartient à l'autre. Chez nous, dans le mariage, l'un appartient à l'autre. Malheureusement, chez les Mahométans, on se rend compte que la dignité de la femme N'est pas égal à celle de l'homme. n'est pas égale à celle de l'homme. La femme a moins de valeur qu'un homme. De toute façon, dire le contraire serait dire que la femme peut s'élever de tout cela sans Jésus-Christ. Oui. Absolument, mais le truc c'est que, bon, voilà, on va peut-être pas faire une émission sur le mahométisme cette fois, mais j'étais pas tellement en train de parler de mariage ici. J'étais pas spécialement en train de parler de mariage, parce que je dis chez les femmes, les mécréants, tout ça, vont aller vers des hommes plus exotiques, mais c'est pas pour des questions de religieuses. J'ai pas parlé de religion. J'ai pas spécialement parlé de religion. Non. Parce que même les Noirs, tout ça, il y a des chrétiens. Mais je veux dire, sociologiquement, c'est surtout en Occident qu'il y a une certaine dévirilisation. Après, j'ai pas nécessairement lié la question de virilité et de masculinité à la religion, même si ça découle pour bien faire. Mais c'est clair que plus tu t'éloignes de la religion, plus t'en es éloigné et tout ça, plus tu perds. Plus tu perds. Et d'ailleurs, on peut retourner à la religion par le naturel. Et pour empêcher cela, l'ennemi nous apporte une fausse religion qui a une apparence de choses naturelles bonnes, comme la virilité. Donc ils importent un islam viril pour que les hommes virils se disent « Ah mais oui, ah ben oui, moi je vais être viril, moi. » Ceux qui en ont encore là dans la patate. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on voit en prison, qu'on envoie des musulmans pour en faire d'autres musulmans chez les virils. Oui, ça c'est pour la question des Mahométans, mais le truc, à l'heure actuelle, effectivement, parce que là tu mets le doigt sur quelque chose. Donc, alors je sais pas s'il y a tant de conversions à l'islam par rapport à ça, mais en tout cas il y a effectivement un phénomène de réaction au féminisme avec une certaine pseudo-virilité. Hein. Et on l'a surtout vu ces dernières années, depuis les années 2013, 2015 et tout ça, avec notamment chez les jeunes 20-30 ans et tout ça, 20-35, qui se sont fait pousser la barbe énormément. Hein. Et beaucoup de choses, il y a eu une grande mode où ça a commencé à parler de mâle alpha, de bazar ainsi. Mais en fait, tout ça c'était, et c'est toujours d'ailleurs, c'est toujours la mode de ces histoires-là, c'est toujours du fake. C'est toujours, il faut être comme ça, il faut être comme, le mot comme il est important. Il faut être comme ça. Mais c'est pas être, c'est être comme. Et en fait, ça a été, et c'est toujours beaucoup d'apparence. Mais dans le cerveau, ça continue pareil. Tous ces gens-là, ces types-là sont rendus un peu... ils ont fait ça pour séduire. Pour se donner une virilité, pour séduire. Mais séduire avec du fake, en fait. Avec que de l'apparat. Avec que de l'apparat. À l'intérieur, il n'y a rien. Parce que moi, je voyage beaucoup. Hein. Je vais dans nos pays. Moi, les gars qui sont là, je ressens pas nécessairement beaucoup de gars très masculins, en fait. Bon, pour moi, c'est des gars sympas, on va dire. Non. Maintenant, je vais en Europe de l'Est. Là, les types, c'est... Je rigole pas avec eux, hein. Je rigole pas avec eux, hein. Dans le bon sens, hein. Mais je voulais dire ceux qui résistent aux mailles du filet, on va dire, ceux qui passent. Et qui malgré tout restent réellement virils. La révolution s'arrange pour qu'ils deviennent ce que le système, on va dire l'Europe, mahométan. Ils veulent bien d'hommes virils, mais pas catholiques. Donc si tu veux être viril, c'est très bien, mais on te propose un système, deviens mahométan, et si possible, converti en prison. Ah oui, après il y a des cas. Oui, mais bien sûr, il y a ceci. Mais la plupart, tu vas dans la rue, la plupart des jeunes gars, ils sont fait pousser la petite barbe et tout ça, mais tu vois que c'est des têtes de, c'est des têtes de baltringue quand même. Mais je pense qu'il serait quand même pas mal que vous définissiez le mot virilité, parce que je pense que je n'ai pas la même définition que vous. Et je pense que ce serait même utile pour les auditeurs de définir ce que vraiment on veut dire ce mot virilité. Parce que virilité ne veut pas nécessairement dire un homme plein de muscles. Alors, je vais regarder, mais je pense que la définition est très juste. J'ai juste tapé dans Google, parce que j'ai le syndrome du gars qui sait ce que c'est, mais qui ne sait pas nécessairement dire la définition directement. Moi, la définition, elle me semble très exacte. C'est ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. Voilà, je pense que c'est tout ce qui est considéré depuis la nuit des temps comme masculin. Alors, le problème, c'est que, on peut en parler aussi, mais ça aussi, c'est un problème.
la vision occidentale de la virilité n'est pas la même suivant d'autres pays. En Occident, à l'heure actuelle en Occident, la notion de virilité, c'est devenu quoi? C'est devenu du Clint Eastwood, c'est-à-dire dire des gros mots, boire, fumer et aller voir les prostituées. Voilà, en gros, ça c'est la virilité chez l'homme. Ça c'est l'Occident comme ça. Et là, t'as un vrai homme. Et là, t'as un vrai homme. Évidemment, ça c'est du fake aussi. Oui. Et des petits tatouages si possible, ça c'est très bien. Voilà la définition de la virilité à l'heure actuelle. Il faut bien orienter nos jeunes filles vers des abrutis tant que celle avec qui elles se mettent n'est pas soumise à Dieu, c'est tout, c'est ça le simple but. C'est le simple but. Ça. Mais c'est ça, c'est un peu comme les animaux en fait. Notion de virilité ou de masculinité face à féminité, pour moi, enfin, je sais pas si c'est exactement la définition en tant que telle, mais moi, je pense que c'est ce qui s'appelle, par exemple chez les animaux, c'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. C'est-à-dire les différences physiques et mentales plus ou moins marquées chez l'un et l'autre. Voilà. C'est un dimorphisme en fait. Non, faut pas s'arrêter à l'aspect physique, quoi. Bon. Non, je m'arrête pas, non, je dis bien et mental, je dis bien. Ouais. Oui, c'est ça, Mais mental, qui veut dire, qui rejoint la première définition d'un point de vue catholique, bien sûr. Bien d'un point de vue catholique. Oui, d'un point de vue catholique. Donc, la virilité catholique, la vraie bonne virilité, est l'homme qui est avant tout soumis à Dieu, en fait. Bien sûr, c'est ça. Parce que sinon, on va retrouver chez d'autres groupes, d'autres groupes sociaux, de la virilité dans ce même religieux, oui, dans ce sens que les hommes auront, comme la définition le dit, des caractères physiques, mentaux et sexuels bien typiques de l'homme. Pourtant, le caractère physique et mentaux rejoint le caractère, on va dire, sociétal. Quel est le but de l'homme? Oui, mais après... Un viril musulman n'est pas l'homme viril catholique et ils n'ont pas le même but. Pourtant, ils sont peut-être tous les deux virils. Oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, un gars catholique bien viril, c'est évidemment soumis à Dieu, mais avec tout ce que cela comprend et dans sa nature d'homme. Tout à fait. Voilà. Oui, d'accord. Parce que si c'est juste le gars, oh, moi je suis soumis à Dieu. Ouais, bof. Tu vois ce que je veux dire? Ça le fait pas trop. Ça le fait pas trop. Donc soumis à Dieu avec ses conséquences, c'est-à-dire avec ses conséquences. Oui. Il doit être capable. Voilà. Il doit être capable de se prendre en main, d'être libre, indépendant, de se sacrifier, de protéger les siens. Enfin voilà, tout ce que cela comprend en fait. Hein. Donc c'est pas du fake, parce que c'est justement donc c'est pas du fake, parce que là en Occident, la notion de virilité est totalement est devenue totalement artificielle. Tu dis des gros mots, tu fumes, t'as des tatouages, voilà, t'es viril. Oui. C'est une blague ou quoi? Donc voilà. Et en plus désordonné. Des hommes, beaucoup d'hommes ont une certaine énergie agressive. Et ça, c'est aussi typique chez les masculins. C'est typiquement masculin. C'est justement ce qui permet de protéger les femmes. Et de se défendre, et voilà. La vie, c'est un peu la loi de la jungle aussi. Mais le truc, c'est que quand la notion de cette énergie agressive est mal orientée, fatalement, bah, tu tombes facilement dans le crime, dans l'illicite, etc. Oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, cependant, ça, on en a discuté il y a pas longtemps. Je crois que c'est sur Radio Origina qu'on en avait parlé, je pense. Le fait qu'il y ait très peu, de moins en moins d'hommes typiquement occidentaux dans les prisons, ça témoigne justement. Alors, il faut bien faire attention à ce que je dis. Je ne dis pas que c'est bien d'aller en prison, je ne dis pas que c'est bien d'être criminel, des choses comme ça, et de faire de l'illicite spécifiquement. C'est pas ce que je veux dire. Mais le fait qu'on n'en voit plus beaucoup en prison, de moins en moins, que ce soit des étrangers justement à notre place, ben, ça témoigne justement qu'il y a une perte de cette énergie agressive, qu'elle soit bien orientée ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il y a une perte. Sûr, ouais. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que j'entends Éric Zemmour dire, à juste titre, parce que évidemment qu'on n'a pas de statistiques, mais bon, toi, Louis, tu vas souvent aussi dans les prisons, tout ça, tu vois de quoi je parle, c'est des faits visuels. Il y a énormément d'étrangers en prison. Le fait qu'il dise ça, que ouais, c'est les étrangers qui vont en prison, c'est pas les bons Français, etc. Ben, moi, je trouve ça inquiétant, plus pour les Français qu'autre chose, justement. Parce que ça veut dire, justement, que les Occidentaux ont perdu quelque chose, en fait. Je veux dire, c'est un problème d'aller en prison, c'est totalement condamnable. Enfin, être criminel et faire de l'illicite, c'est totalement condamnable, y a pas de problème. Mais si, justement, on n'y est pas,
soit c'est parce qu'on est en chrétienté et que tout maintenant est super catholique, tout ce qu'on veut, tout est bien cadré, les règles sont là et les sanctions sont terribles, pas de problème. Donc voilà. Ou soit il y a un léger problème de masculinité, de masculinité. On vit dans une société totalement immorale. Les hommes, s'ils voulaient, ils pourraient faire du GTA et je sais pas quelles actions. Désolé pour la référence, mais jeux vidéo ludiques, peu importe. Mais ils pourraient s'en tirer avec des petits braquages. Ils pourraient pas prendre nécessairement beaucoup. Mais tout ça, c'est les étrangers qui le font. C'est pas les occidentaux. Ce qui veut dire, alors, ce qui est très inquiétant, évidemment, c'est que qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que pour l'instant, pas de problème, hein. Mais le jour où il y a un problème, ou le jour où ils doivent protéger leurs femmes, le jour où il y a une guerre et tout ce qu'on veut, qui c'est qui va se battre? Eh oui. Tout à fait. Non, ils sont pas capables. Hein. Et c'est pareil pour l'affaire Vincent Lambert, parce qu'on en parlait dernièrement. Je vais peut-être encore j'ai pas envie de me répéter, mais le fait qu'il n'y ait pas eu une seule tentative hors du cadre légal pour empêcher ce qui se passait, je parle pas d'actes violents, mais c'est terrible aussi. Il n'y a pas une seule personne prête à sacrifier pour sauver une seule vie. Il faut pas me parler après de sauver 60 millions de personnes. Et on croit que le gentil ONU va plaider en notre faveur alors que c'est notre ennemi et on lui fait confiance, comme des petits légumes. Oui, encore plus, ouais, on fait confiance à la République. C'est une blague. C'est justement elle qui nous a mis là. Elle est née sur le sang des catholiques. Donc c'est logique ce qui se passe. Bien sûr. Bon, maintenant, bien sûr, on critique pas ses parents en manque d'armes et déboussolés. Hein. Ils ont fait de leur mieux, mais c'est surtout les autres qui auraient dû réagir. Ouais, voilà, c'est ça. Et ici, on est dans une société, fatalement, du fait de cette ambiance générale, le mariage, ça devient de plus en plus difficile, surtout chez les mécréants, évidemment, par définition. Quand ils se marient, ça finit généralement en divorce. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes, la plupart des hommes ont décidé d'arrêter de se marier parce qu'ils savent très bien qu'ils sont totalement désavantagés. Ceux qui se marient encore, c'est les mécréants, on va dire, sympas, si vous voyez ce que je veux dire, qui vont se faire soit cocufier, soit ça va peut-être tenir éventuellement avec une bonne féministe que personne d'autre ne sera intéressé. Suffit de voir la tête du mari de Marlène Chapia, hein, voilà, petit exemple. En fait, pour l'instant, dans la société, chez les mécréants, il n'y a plus que les mecs sympas qui se marient, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, oui. Il n'y a plus que ça. Exactement. Et c'est ce que je voulais dire, moi. Enfin, ouais, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Et puis bon, une autre affaire, c'est le retrait du service militaire, tout simplement. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Oui. Évidemment. Et le pire, c'est s'ils le remettent, ils vont le faire aussi pour les femmes. Si un jour ils le remettent, ils le mettront aussi pour les femmes. C'est ça qui est terrible aussi. C'est affolant, oui. Bien sûr, oui. Au nom de cette fausse égalité. Ils ne veulent plus du dimorphisme. C'est ça le truc. Ouais, non, c'est clair que la situation va être très très difficile à résorber. Voilà, je rappelle un peu où je voulais en venir aussi. C'est qu'une des conséquences, fatalement, tout est rétroactif, hein, donc ça va dans ces causes-conséquences qui se mélangent un petit peu, mais un truc très important, c'est que par rapport à tout ça, il n'y a plus de père. Il n'y a plus de père. C'est-à-dire, une mère, tu vois, l'enfant, il peut avoir une mère dans le sens, il peut recevoir ce qu'il doit recevoir, c'est-à-dire de l'affection pour trouver son équilibre. Ça, c'est bien. Mais le père, c'est lui qui apprend. Normalement, c'est lui qui est censé apprendre à son fils à devenir un homme. Il est juste fait pour ça, en fait. Il est là pour ça. Il fait grandir son fils. Il en fait un homme, il en fait un tueur. Il n'y a plus besoin de père vu qu'il n'y a plus rien à transmettre. Tout à fait. Voilà. Et comme eux ne savent pas ce que c'est un homme, et maintenant ils sont devenus des copains avec... C'est juste des copains à leur enfant, et des petits toutous à leur femme, qui finissent par aller voir ailleurs, et ils finissent par divorcer, ils doivent payer une pension alimentaire de malade. Et évidemment, c'est toujours les coupables. Après, qu'est-ce que tu veux, c'est plus trop intéressant. Donc, on voit que les pères ont diminué avec la suppression des patries. Ah, ils ont tout lâché, bien sûr. Qui est lié à la transmission. Il n'y a plus de transmission. Exactement. Il n'y a plus de transmission. Parce que si tu regardes un jeune, parce que je disais ça justement, un frère en chrétienté dernièrement, tu regardes des petits jeunes, j'en sais rien, 19, 20 ans, tout ça, des garçons. Parce que la fille aussi, elles apprennent du père, attention, hein, mais là je parle ici pour les garçons, parce que c'est le père qui va communiquer, faire l'apprentissage pour être un homme. Tu regardes les petits jeunes de 19-20 ans qui font des entreprises, qui font des trucs de fou. Tu vois, qui sont très très jeunes et qui font des voyages de fou. Enfin, la différence avec d'autres, c'est quoi? C'est que tu as eu un père derrière. C'est le père qui apprend. C'est le père qui apprend. Et le problème aussi, c'est que dans le monde mécréant, fatalement, les pères qui ont un minimum conscience de ça, qui doivent faire de leur fils quelque chose, qui y réfléchissent un petit peu, qui veulent transmettre quelque chose,
Eh ben, ces pères-là, comme ils n'ont pas de règles et comme ils sont dans l'immoralité, ils vont transmettre quoi? Ils vont apprendre à leur fils à être cool. À être cool. Ils vont leur apprendre à conquérir plein de filles, donc c'est-à-dire à faire plein de péchés. Voilà, à être cool pour justement une pseudo-virilité. Hein, qui va aussi faire des dégâts. Vous êtes tantôt, Ouais. c'était comment est-ce qu'on a fait pour pourrir l'homme. Donc on a supprimé le père, mais je crois que c'est aussi surtout la révolution industrielle. Il y a plein de Là, paramètres. Je pense qu'il y a plein de il y a paramètres, plein de mais ouais, ça joue peut-être aussi. Là, il n'y a plus de père. Il n'y a plus de peur. Donc plus rien, enfin les choses se sont transmises de moins en moins. Et s'il y avait eu des pères, ben, les catholiques auraient réagi à Vatican II par exemple, mais personne n'a réagi parce qu'il y avait déjà plus d'hommes. Et le fait aussi par rapport aux femmes, c'est le père qui va apprendre à la fille à se respecter. Hein. C'est ça aussi le truc. Voilà, la mère a aussi un grand rôle à jouer, bien entendu. Et c'est surtout vis-à-vis du fils que le père aura un très très grand rôle. Mais pour se faire respecter, la tracasse, c'est le père. Ben oui, parce que le père connaît les hommes, bien sûr. Il donc, connaît les hommes. Ah, il rigole va pas. expliquer Et un bon la père, nature. un vrai homme, il a quoi? Il a la vision. Il a la vision, il sait ce que c'est la morale. Il est équilibré. Il sait vers quoi il faut aller. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, maintenant, tout ça, on n'a plus. Donc, fatalement... Et alors, on remarque aussi, justement, ça, parlons-en. Tout à l'heure, on citait des exemples d'autres pays qui ne sont pas spécialement très féministes. Et où le cadre se passe évidemment beaucoup mieux qu'ici. Hein, le cadre familial et tout ça. Maintenant, si on devait lister les pays où il y a plus ou moins de féminisme, plus elles en reçoivent, plus elles en veulent. Ah ben, On là, regarde bien que sûr. ce soit en France, que ce soit en Suède et tout ça, c'est terrible. Elles se déchaînent encore plus. Les hommes ne sont jamais assez mis à terre. Ils ne sont jamais mis assez à terre. Preuve que c'est une colère et pas une volonté d'égalité, soi-disant. C'est tout, c'est une colère et qu'il faut abattre le plus vite possible. C'est une maladie, c'est tout. Mais Ouais, c'est une domination en fait. Ouais, c'est ça. Et alors justement, parlons-en pour revenir, parce que tout est lié. Parlons-en, parce que là, dernièrement, j'ai rencontré un gars de Suède, catholique, qui a très très bien compris la crise de l'Église, donc en des rares suédois, donc converti en plus, qui a très bien compris la crise de l'Église. Bon, j'espère pouvoir vous le présenter un jour. Très bon gars. Et lui, il est donc les Suédois. Hein. Suédois. Et là, fatalement, le féminisme, eux, ils le subissent pire que chez nous. De plein fouet, mais pire que chez nous, quoi. Ouais. Et il m'explique que les femmes, fatalement, donc ultra féministes, les hommes scandinaves, ultra dévirilisés, tout ce qu'on veut, hein, évidemment. Mais il me dit que les femmes, elles braillent à fond, féminisme. Hein. Et ça, c'est l'éducation, c'est tout. Mais pour finir, de toute façon, elles partent avec les Arabes. Parce ils ont aussi blindé d'étrangers chez eux. Elles partent de toute façon avec les Arabes. Mais oui. ben, c'est la nature. C'est normal. En fait, il y a une différence entre le mental, les réclamations qu'elles ont dans la tête, et leur génétique, leur nature, comme tu dis. Il y a une différence. Et le plus important, c'est quoi? C'est les âneries qu'elles ont dans la tête ou c'est la génétique? Puis de toute façon, combien d'hommes, de maris, peut témoigner? Ma femme me dit quelque chose, et quand je le fais, elle se met à pleurer en disant que c'est pas ce qu'elle voulait. Ah ben, c'est exactement aussi le souci des féministes. Elles disent des choses, mais elles ne le veulent pas au fond d'elles. La preuve, c'est qu'elles partent soit avec des Arabes, ou malheureusement, elles deviennent contre nature, mais elles ne restent pas comme ça dans leur état féministe sans bouger. C'est impossible. Ouais. Les femmes sont souvent bien indécises et se laissent aller par les émotions. Et donc, elles-mêmes, en fait, par leurs actions, prouvent que la femme a besoin d'un guide, en fait. Ben oui. D'un guide et donc d'un chef, pour les remettre souvent sur le droit chemin. Exactement. Et on peut remarquer que même, plus elles sont féminines, plus ça, c'est très très important d'ailleurs. Ça, c'est très très important. Ouais, notamment chez les catholiques. Ouais, non, absolument. Ouais. Après, d'un autre côté, on n'est pas en train de dire dans l'émission qu'on est là pour asservir la femme et des choses ainsi. C'est pas ça le délire. Bien sûr, petit régime patriarcal catholique, normal. Où l'homme est soumis à Dieu, la femme est soumise à l'homme, normal. Mais c'est pas pour autant qu'on est en train de dire qu'il faut asservir la femme. Bien sûr que non. Évidemment, absolument. Il y a un équilibre à avoir. Après, il y a des femmes, c'est vrai, et c'est normal. Ça, c'est dans toutes les sociétés, même les plus, même ce qu'on appelle patriarcales, qui sont nées peut-être avec une certaine volonté, une rage d'entreprendre quelque chose dans la vie,
et qui sont, on va dire, inarrêtables. Voilà, elles ont envie de faire réaliser des exploits, de lancer quelque chose dans la société. Et ces filles-là, tu peux pas les arrêter. Ça, on va dire que c'est des minorités. Mais ces filles-là, justement, et je pense notamment aux certaines grandes dames de l'histoire bien connues que les féministes n'arrêtent pas de citer, justement. Je pense par exemple à Marie Curie. Je pense par exemple aux premières dames, à aller dans l'espace, à conduire des navettes spatiales, etc. Enfin, toutes ces genres de dames qui sont un peu inarrêtables, qui en veulent et tout ça. C'était pas elles qui allaient dans la rue pleurnicher. Oui, je veux ci, je veux ça, je réclame ci, je réclame ça. Elles en ont rien à... C'était pas le délire. C'était pas le délire. Elles ont une idée en tête, elles font leur travail, avec les conséquences qu'elles doivent assumer par la suite, évidemment. Maintenant, l'enfant de la première femme à avoir été dans l'espace, tout le monde connaît tout le monde reconnaît sa maman, mais pas son papa. Et bon, c'est sacré quand même. Ça, je sais pas, oui. Ah, je suis pas au courant, je sais pas, j'ai pas trop suivi tout ça, je ne sais pas. C'est un exemple. C'est un exemple, oui, et je dis qu'il y a des conséquences à payer. Mais après, ça, c'est des conséquences vraiment dans le mauvais sens du terme. Parce qu'après, ce que je veux dire, plus une femme souhaite une grosse carrière, beaucoup de pouvoir dans certains domaines, spécifiquement masculins en particulier, moins les hommes sont intéressés, ce qui est logique. À part les mecs en chien, évidemment. Mais c'est plus difficile. Non, bien sûr. Et je veux dire, dans ce sens-là, que beaucoup de femmes qui réalisent qu'ils ont une certaine rage de vaincre et tout ça, doivent pouvoir assumer sur le côté que c'est un peu plus difficile pour certaines choses. Il y a des conséquences. Mais parfois, conséquences qui peuvent tomber dans le péché, évidemment. Qui peuvent être très très graves, évidemment. Mais ce que je voulais dire, les seules choses que je voulais dire, c'est que ces femmes qui peuvent marquer l'histoire pour certaines choses, qui peuvent même faire des avancées qu'un homme n'avait pas spécialement, par exemple, pour la radioactivité, Marie Curie. Bon, après, j'ai pas trop d'exemples parce que elles sont pas très nombreuses dans le dictionnaire, on va pas se mentir. C'est comme ça, c'est la nature. C'est même pas pour faire une blague anti-féminine ou quoi, c'est juste en fait. Voilà. Qu'est-ce que je. Oui, je veux dire, ce que je veux dire. Non, attends, je termine juste. C'est que toutes ces femmes, c'est pas elles qui allaient dans la rue pleurnicher, brailler, réclamer quoi que ce soit. Ces féministes-là, justement, elles valent que dalle. Elles pleurnichent, oui. Faut qu'il y ait plus de femmes en ingénierie, faut qu'il y ait plus de femmes ci, plus de droits, plus de blabla, machin. Mais celles-là, qu'est-ce qu'elles font dans la vie? À part chômer, être artiste ratée, ou enseignante dépressive, ou je sais pas quoi. Ou petite embêteuse, pour être poli, d'étudiante en philosophie et lettres. Voilà, qu'est-ce qu'elles font? Avec des cheveux verts, avec des piercings dans le nez. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles apportent à la société à part pleurnicher, qu'est-ce qu'elles font dans la vie? Qu'est-ce que tu dis? De quoi? Il suffit de lire le dernier livre de Marlène Schiappa que personne ne lit. Bon, c'est des pratiques qui ramènent la femme à plus bas que rien. Donc. Attends, lequel livre? Parce que malheureusement, elle a écrit des livres sous un nom de plume que je vais pas rentrer dans les détails, mais elle a un peu. De toute façon, c'est peut-être qu'elle ne les écrit pas elle-même, hein. Mais non, mais attention, parce qu'elle a écrit, en fait, bon, voilà, pour être clair, elle a écrit des livres impurs, pour être clair. Oui, mais c'est de ça dont je parle. Ah, ok, ça va. C'est celui-là dont je parle, donc voilà où ça mène, quoi, franchement. Ah, mais oui, attends. Bon, on ne rentre pas dans le détail, évidemment, hein, d'autant plus qu'on a une fille parmi nous. Ce qui est marrant, c'est que elle a épousé ce qu'on appelle, tu vois, rien qu'à la tête. Un gars qui a vraiment la tête typique baltringue. Et en même temps, elle est sur le côté quand personne ne la regarde. Elle est féministe et tout ce qu'on veut, voilà, machin. Mais en même temps, sur le côté, quand personne ne la regarde, avec un petit nom de plume, elle écrit des trucs, voilà, complètement de péché. Avec, où elle s'imagine, voilà, des sales trucs avec des jeunes de cité. Enfin, voilà, je vais m'arrêter là parce que s'il y a des sujets qu'il faut peut-être pas trop rentrer dans les détails. Mais bon, bref. Et cette femme, en plus, après, met ses enfants dans une école privée catholique. Donc, on comprend plus rien, quoi. Non, mais elles sont... voilà, c'est ça. C'est un esprit plein de contradictions. À l'exemple suédois, encore une fois. Hein, donc, ça se dit féministe, mais sur le côté, voilà. C'est ça. Et alors, Suède, c'est terrible aussi, parce que donc, le gars me raconte que les hommes là-bas, mais il me dit que c'est pire qu'ailleurs. Ils sont, mais c'est soumis, hein. Mais celui qui a tué en Norvège 70 personnes sur l'île. Ah oui, il était pas très soumis, lui. Ouais. C'était comment? Breivik. Oui. Bon, évidemment, c'est tout à fait condamnable, c'est honteux. Bon, bref, on se comprend. Ouais. Mais on comprend qu'il y ait des gens qui pètent un câble. Hein. On comprend qu'il y ait des gens qui pètent un câble. Soit ils voient des mahométans, soit ils voient des hommes-femmes
Il y a un moment, tu pètes un câble. Et entre nous, le gars, ce type-là, Breivik, hein, je suis sûr, ma main au feu, hein, que dans sa prison, il reçoit des centaines et des centaines de lettres d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça c'est clair et net. C'est clair et net. D'office. D'office. Ouais. D'office. Et s'il n'avait pas eu des évêques conciliaires, il serait devenu catholique. Tout simplement. Je sais pas s'il l'était, je crois quand même. Non, 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 non. En fait, non, il était protestant, et franc-maçon. Pas de bol. Ah bon, tiens. Voilà, franc-maçon, c'était Oui, c'est pas- il était conservateur. Bah, le franc-maçon, ça peut être conservateur. Hein, donc, Mais, vas-y. allez, celui qui a rejoint Marine Le Pen là, dans son parti, c'est l'avocat Gilbert Collard? Gilbert Collard. Bon, beaucoup disent qu'il est franc-maçon, pourtant, soi-disant conservateur. Ah, mais t'as plein de francs-maçons au Front National, tu savais pas? Ah ben ça, oui, oui, merci. Mais c'est pour dire que c'est tout, il y a toutes sortes, quoi. Oui, il y a toutes sortes, hein, ouais, voilà. Mais le problème, c'est justement, enfin, on va en parler on en a déjà un petit peu parlé, et on fera peut-être une émission consacrée là-dessus aussi, mais c'est ça le danger qui guette aussi. C'est que si on a un jour une petite contre-révolution, on revient dans une société un peu plus conservatrice, en fait, il est fort possible qu'on ait encore des francs-maçons au pouvoir sans problème. Hein. Sans problème. Mais de toute façon, C'est normal. C'est normal. l'infiltration aura... C'est même pas une question, non, même pas d'infiltration. Ce sera pas une société catholique, simplement. Les francs-maçons, ils peuvent être progressistes ou conservateurs. De toute façon, ils sont pas dogmatiques. Et oui. les gnostiques, beaucoup de gnostiques sont en général, beaucoup sont traditionnels et conservateurs. On a même des gnostiques, malheureusement, qui ont infiltré nos chapelles. Donc, c'est ça. Évidemment, bien sûr. Et puis bon, pourquoi pas la vérité tant que c'est pas l'exclusivité, c'est tout. Donc il y en a plein qui disent la vérité. Bon ça voilà, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Mais je pense, les garçons, là, qu'on s'éloigne du sujet. Ouais, c'était une petite parenthèse, mais Voilà. De toute façon, tout, Ouais. tout est lié, hein, bien entendu. Et ça, je pense qu'on l'a assez dit, ouais. expliqué ici. Mais Ben, les solutions peut-être. Non? Ah mais non, Bah, c'était dans le programme. Ouais, c'est non, ça. plutôt, par quoi s'exprime le féminisme chez la femme? Je ne te suis pas. Par exemple, les tenues vestimentaires ont-elles quelque chose à voir? Ah. Bien sûr, je le sais, hein, je vous pose la question, mais Bon, on peut pas... peut-être évoquer plus leur... Des piercings dans le nez et des cheveux colorés. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Non, mais je rigole, genre, je faisais une blague, Non, il n'y a pas que ça, il y a de tout. C'est pas homogène non plus, les féministes. Il y a des féministes qui peuvent... Simone de Beauvoir, je crois qu'elle mettait un petit voile ou quoi, hein. Attends, je regarde vite fait. Simone de Beauvoir... Allez, c'est celle qui me rend allergique. Thérèse Argot. je sais pas. Tu ne connais pas Thérèse Argot? Non. Ah ben, c'est la nouvelle vague des soi-disant antiféministes qui est pour la pilule, etc. Mais bon, il suffit de voir... Ah, laisse tomber. Aïe, 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 tu me fais peur, là. Ah, je connais pas. Qui côtoie beaucoup de milieux catholiques, mais qui ne se dit pas catholique, hein, mais pourtant qui va dans énormément de milieux catholiques. Catholique ou extrême droite? Non, catholique. Catholique. Allez. Ben, catholique, Moderne, hein, on se bien comprend, sûr. conciliaire. Bon, Ah, je ne connais pas. mais rien qu'à son habillement, on sait qu'elle est féministe, il n'y a pas à discuter. Ses épaules découvertes, ses pantalons. Alors, elle ne se rend pas compte qu'elle est féministe. Mais elle se dit anti-féministe, anti-avortement, même anti-pilule. Hein, donc, je pense quand même qu'elle est de bonne volonté. Parce qu'elle elle va loin. Mais elle ne se rend quand même pas compte que, rien que par son habillement, elle est féministe. Parce que bon, le pantalon, c'est quoi si ce n'est séparé? Allez, c'est primaire. L'homme, il a besoin d'aller à l'extérieur, de chasser, de se battre. Donc, fatalement, il a besoin d'avoir les jambes libérées. La femme, normalement, si elle veut se libérer les jambes, c'est parce que elle veut montrer extérieurement qu'elle est émancipée. Il n'y a même pas à discuter. Ah, bah, les origines du pantalon chez la femme, c'était exactement ça. Hein. C'était juste ça. Pour le pantalon, pour la femme, c'est féministe à la base, hein, bien sûr. Bien sûr. Donc, cette brave Thérèse Argot, qui je dis brave parce que je pense qu'elle est de bonne volonté. Parce que pour dire actuellement je suis contre la pilule et contre l'avortement, quand on est une mondaine, il faut être de bonne volonté, je pense. Après, oui, non, mais il y a de tout. Parce que tu regardes par exemple Simone de Beauvoir, donc celle qui a fait partie une des mères de l'origine de la deuxième vague féministe. Elle s'habillait, je pense, assez bien, fatalement. Bon, peut-être pour l'époque, ça devait être moins pire que de nos jours. Mais elle mettait même un petit ruban sur la tête, à certains moments. Avec le chignon et tout ça. Hein. Donc, en soi, elle s'habillait bien. Après, on peut trouver aussi des féministes, surtout à notre époque, et on voit beaucoup, qui sont pas très habillés d'ailleurs. Ça peut être des mini-jupes.
Et qui vont dire, ouais, si vous me regardez, si vous avez des pensées, c'est comme un viol ou des trucs ainsi. Alors qu'elle provoque. Bon, voilà, et après, sans parler évidemment des. J'ai pas envie de les nommer, mais bon, les fémènes qui pendant longtemps, et encore maintenant d'ailleurs, montrer, voilà. Enfin, on s'est compris, pas besoin d'aller dans les détails. Bien sûr, oui. Donc voilà, maintenant, donc, il y a tous ces aspects-là, maintenant c'est devenu. Ça va beaucoup plus loin que la question du pantalon, c'est devenu ultra dégénéré. Puis il y a aussi des féministes, pendant certains moments, qui justifiaient aussi le fait qu'il fallait s'habiller plus sobrement, il y a de tout. Puis il y a des féministes qui manifestent contre la pornographie, parce que ça réduit la femme en objet. Bon, ça c'est vrai. Et d'autres qui sont pour, parce qu'ils disent que c'est le choix de la femme, blablabla, blablabla. Donc il y a de tout. S'émanciper, enfin, je ne sais pas, je prends le cas, les petites conseillères qui marchent à la marche pour la vie, ben, elles viennent en pantalon, donc c'est un signe d'émancipation. Donc fatalement, si tu veux t'émanciper, l'enfant dérangera. Donc, mais elles ne le savent pas ça, en général. Non, elles ne s'en rendent pas compte, mais c'est ce qui a été... banalisé. Ah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, dès qu'on reprend le pouvoir, nous c'est clair, jupe, longue. Très clairement. Très clairement. Mais pas que lié à la modestie, quoi. C'est une manière de penser. Ouais. Parce que le problème dans nos rangs, c'est que parfois on est trop bête et on critique le pantalon que pour la modestie. Alors que c'est aussi une question de nature. Il n'y a pas que la modestie. Ouais, c'est ça, à la base c'était ça. Mais c'est vrai, moi entre nous, je vais te dire, quand je suis arrivé dans la religion, donc après conversion, tout ça, j'arrive et premier truc, et ça c'est beaucoup de jeunes garçons qui rentrent, qui découvrent ce qu'on appelle catholicisme traditionnel, machin, catholicisme tout court, mais avec des gens qui s'habillent bien, donc dit traditionnel, c'est fatalement c'est les habits. On voit beaucoup l'extérieur, donc on voit beaucoup, notamment, ce qui marque beaucoup, c'est qu'on voit des filles avec des longues jupes. Alors que dans la rue, n'importe où, tu vois. Alors que pourtant, et ça c'est l'effet que beaucoup ont comme moi, on est une toute petite minorité, 0,001%, j'en sais rien, dans la société. Mais n'empêche que, malgré ça, pour nous, c'est la jupe longue qui est normale. Et quand on sort, on va dans la rue, tout ça, on a l'impression de voir, quand on voit les filles en pantalon, on a l'impression de voir en dessous c'est un homme, au-dessus c'est une femme. C'est pas normal. Mais c'est vrai, c'est la vision qu'on a. Et on se dit, mais elle serait tellement plus mieux, serait tellement plus féminine avec une jupe. Oui. Ah là là. Mais, oui, parce que en fait, la femme est vraiment une aide en fait pour l'homme. Et donc dans ce sens que le vêtement de la femme va également être une aide pour l'homme à, on va dire, le forcer à regarder vers Dieu et non pas regarder la femme avec les yeux de la passion, on va dire. Ouais, exactement. C'est pour ça aussi qu'une femme doit bien s'habiller. Voilà, ni à la garçonne, ni à la prostituée, donc bien habillée. Ouais. Moi je pense que ces pauvres bébés qui dans le temps s'accrochaient aux jupes de leur mère, et maintenant ils n'ont plus rien à quoi s'accrocher, mais quelle horreur. Ouais. Ah là. Ouais, alors j'avais oublié de vous raconter une petite histoire que j'avais envie de la raconter, j'avais mis dans mes notes. Enfin, voilà, ça vous commentez un petit peu, j'ai jamais raconté, hein. Je crois que ça doit être la première fois. Enfin voilà, donc je passe un petit peu du coq à l'âne, mais c'est pour revenir aussi vraiment sur le sujet central du féminisme, hein. Donc très important comme petite histoire, je trouve, pour les auditeurs, comme ça je la partage un peu à tout le monde. Quand j'étais petit, hein, donc c'était vers l'âge de 10 ans, ça devait être cet âge-là parce que j'étais encore à l'école primaire, hein. Il y avait mon père qui avait invité un ami à dîner, un ami à lui, quoi, avec son épouse. Oui. Et vous savez, quand on est petit, tout ça, on grandit, on entend beaucoup parler autour de nous, évidemment, tout ou tard, des questions féministes et tout ça. Féminisme, c'est bien, machin, etc. Et c'est impossible de critiquer parce qu'on dit, ouais, c'est pour que la femme ait des droits, puisse faire ci, faire ça. Et nous, dans notre tête, on se dit, on est petit, quand on n'est pas catholique, évidemment, et on se dit, ah ben c'est bien, c'est normal que la femme ait certaines choses et tout ça. Enfin bref, donc pour moi, dans ma tête, les quelques fois où j'avais entendu parler du féminisme à l'école ou peut-être dans les médias, j'en sais rien, alors j'avais 10 ans, hein. Bah moi c'était normal, être féministe c'était logique et c'était même une bonne chose, c'est logique, comme tout le monde pense à l'heure actuelle, comme tout le monde. Sauf que, ce qui s'est passé, mon père a invité son ami, avec sa femme et tout, mon père s'éloigne et tout, et le mari de la dame, donc le gars il s'appelait Jean-Pierre, il me dit un truc, il commente un petit truc, je sais pas ce qu'il disait, parce que bon, ça fait plein d'années, il dit une phrase, mais qui était pas très féministe. Je sais plus ce qu'il avait dit. Il avait lâché un truc devant sa femme, quoi. Je sais plus ce qu'il avait dit.
Et moi, je rigole, je rigole, je sais plus, je réagis, je dis, monsieur, Jean-Pierre, je dis, ah, vous n'êtes pas très féministe avec ma petite voix, hein, vous n'êtes pas, Enfant, ouais. vous n'êtes pas très féministe. Et elle me répond, bah non. Ah, je fais, bah pourquoi? Parce que moi, ça me semblait normal. Et il me répond un truc, en une seule phrase, il avait tout détruit dans ma tête. Il répond, parce que le féminisme, et j'avais que 10 ans, donc je comprenais pas encore tous les trucs d'adulte et tout ça, hein. J'avais que 10 ans. Alors, attention aux mots que je vais employer, tout ça, parce que je veux pas que ce soit mal tourné, pris, voilà, mais j'ai vite compris, à 10 ans, j'ai compris ce qu'il disait. Il dit, le féminisme, le problème, c'est que ça coupe le désir. Je voyais bien que c'était pas nécessairement, voilà, ça peut être pour fonder quelque chose, tu vois. Ça bloque, en fait, l'homme. Tout à fait. Et ça va dans les deux sens, d'ailleurs, parce que la femme aussi, bah, elle est bloquée. Un homme qui est en dessous d'elle, sur différents niveaux financiers, etc., qu'elle va considérer comme en dessous, fatalement, elle est bloquée aussi. C'est logique, c'est la nature. Et en une seule phrase, il avait tout détruit. Du coup, quand j'entendais parler de féminisme, en grandissant, tout ça, ça me rentrait d'une oreille, ça sortait par l'autre. Et dans la vie, ça m'a toujours été très utile. Alors parfois, malheureusement, pas pour le bonne chose, parce qu'après, j'ai pas tout de suite été catholique. Après, j'ai trouvé mon équilibre dans la religion. Mais ne pas tomber dans leur propagande, par rapport aux histoires hommes-femmes et tout ça, il y a des mecs qui comprennent après des années les problèmes, pourquoi ça marche pas, pourquoi blablabla. Ils comprennent ça après plusieurs années. Moi, j'avais compris en un seul jour, en quelques secondes. Les médecins témoignent qu'il y a une augmentation en flèche de la puissance à cause de la baisse du désir. C'est comme ça, c'est parce que le boulanger ne veut plus de pâtisserie. C'est comme ça. On n'a jamais été aussi peu, autant stimulé et en même temps, ça nous coupe le désir. Et alors, c'est marrant parce qu'en même temps, là je viens de dire, juste hier, j'ai lu qu'il y avait une augmentation dans nos pays, hein, donc, en France, une augmentation des viols de plus de 20% chez les mineurs. Ah, et je me rappelle aussi que Zemmour disait, Éric Zemmour, qui a beaucoup parlé de la question féministe, à un moment donné, il était dans une période comme ça, il disait que tout l'éclatement, ce déchaînement d'impureté partout autour de nous, et notamment les salles productions cinématographiques, je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment, qui étaient toujours très violents et réduisaient la femme en objet, mais comme rien, comme vraiment rien, quoi, en dessous de rien. C'était la vengeance de beaucoup d'hommes dans leur subconscient par rapport au féminisme. Et je pense que ça ne peut plus vrai. Ça ne peut plus vrai. Oui, tout à fait. Mais s'il se prenait en main, parce que moi, sur le plan, ce que je voulais dire aussi, par rapport à ça, le fait d'avoir conscience de tout ça aussi, le féminisme, moi, je ne l'ai pas subi, je ne l'ai pas vécu. C'était pas mon éducation. Dans les écoles et tout ça, j'ai dû travailler là-dessus, on en a parlé, toutes les filles, elles étaient toutes féministes, évidemment, hein. Mais, je veux dire, je n'ai jamais subi, comme les autres gars dans la société, le subissent de plein fouet. Par contre, ce qui me pose problème avec le féminisme, parce que moi, le féminisme, honnêtement, ça tenait qu'au plan individuel, moi, c'est rien, parce que moi, à la limite, j'en rigole. Franchement, j'en rigole, moi, personnellement, à mon niveau. Parce que c'est un truc que j'ai toujours géré sans problème. Mais, je vais pas rentrer dans les détails, évidemment, voilà. Mais ce qui me pose vraiment problème avec le féminisme, par contre, c'est pour la société dans sa globalité en tant que telle. C'est que c'est dysfonctionnel et que ça n'a engendré que des problèmes et que ça contribue, évidemment, à détruire la civilisation, quoi. Donc voilà, et c'est ça qui est en train, notamment, pas que ça, mais qui contribue à enterrer nos pays, à faire disparaître aussi notre religion. Et c'est justement par la religion, évidemment, comme on a dit, qu'on ne peut qu'en sortir. Mais là, il faudra être radical. Hein. Il faudra être radical. Il n'y a pas de blabla. Il n'y a pas de blabla. Mais et que pensez-vous de... Enfin, moi, personnellement, je ne la partage pas. Mais de ce que Soral dit, quand il dit que le féminisme a été inventé pour le capitalisme, pour ne plus qu'il y ait de lutte de classe. Bon, maintenant, ça quitte le débat du catholicisme, mais on se fait vite avoir par cette fameuse propagande, et puis bon, on finit par lire tout Soral et on tombe dedans, quoi. Donc, il faut peut-être aussi réagir là-dessus. Moi j'ai connu Soral, justement, avec cette période... c'est la première fois que j'ai commencé à connaître Soral, c'était à sa période antiféministe, où il parlait, et c'était là, à ce moment-là qu'il était invité sur les plateaux, et j'étais déjà soralien avant Alain Soral, dans le sens où... moi, à l'époque, j'étais de
ce qu'on appelle la droite des valeurs, la gauche du travail, avant ma conversion au catholicisme. Après Soral, évidemment, j'ai 100% rejeté tous les trucs égalitaire, réconciliation, tout ça. Moi, c'est catholicisme ou rien, il n'y a rien d'autre, hein, on est bien d'accord. Mais à l'époque, j'étais gauche du travail, droite des valeurs. Donc voilà, j'ai bien connu Soral avec cette période antiféministe, et il dit énormément de vérité, de façon instinctive. Après, il a des analyses, je pense que ce qu'il veut dire, par rapport au capitalisme, c'est vrai que le capitalisme, il se nourrit de tout, il a besoin de tout. Il peut se nourrir aussi de l'antiféminisme, comme il peut se nourrir du féminisme. Il y a beaucoup d'antiféministes qui font du profit sur l'antiféminisme, donc c'est pas trop le souci. Après, c'est vrai que, de manière plus générale, c'est clair que mettre les femmes, étant donné que c'est vrai que ce sont des grosses consommatrices, c'est vrai que ça coûte cher à entretenir. Ces grosses consommatrices, ben, c'est très intéressant de les avoir sur... nourrir leur désir. Voilà, c'est très intéressant de les avoir dans le travail, et c'est pas les puissants que ça va embêter, parce que les puissants, eux, ils ont les femmes, ils ont leur harem, ils ont autant de femmes qu'ils veulent. Hein, c'est logique. Ça, on va dire que c'est la nature. Quand on n'est pas catholique dans une société immorale, les puissants peuvent très bien se permettre d'avoir un harem. Le problème, c'est que quand ils ont un harem, c'est tous les hommes qui sont tout en bas, ben eux, ils ont accès à plus aucune femme. Avant, il y avait dans le mariage, c'était chacun une femme, chacun une femme, chacun une femme, ben, tout le monde se mariait, on va dire. Maintenant, ben, comme il n'y a plus tout ça, les puissants ont leur harem et les autres, ben, ils ramassent des miettes ou des femmes moches, voilà, c'est tout, c'est comme ça. mais c'est vrai, donc le capitalisme, le féminisme l'arrange bien. Et alors ce que Sorel dit, je crois que c'est lui ou Zemmour qui disait que le féminisme, et c'est vrai, historiquement ça vient du pouvoir, ça vient d'une certaine, de ce qu'on appelle la classe supérieure, de dames qui se trouvaient un combat de substitution par rapport aux prolétaires, marxistes et tout ça, ben elles ont leur truc aussi, une rébellion, voilà. Il y a déjà injustice pour les prolétaires, à nous aussi, on a nos injustices à nous, enfin des trucs ainsi, c'est un peu l'histoire. Après nous, on n'est pas trop concernés par les histoires de capitalisme, marxisme, nous c'est ennemi, hein, de toute façon. Mais, ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir que toutes les femmes, soi-disant à l'Assemblée ou tout ce qu'on veut, sont quand même filles de riches. Ça, c'est clair et net. Maintenant... Ouais. Alors, il y a un autre truc aussi, et c'est vrai que c'est Zemmour qui le relève, parce que moi j'ai appris, quand je me suis intéressé vraiment à ces histoires-là de façon théorique, voilà, pour les intellectuels que j'ai eu tendance à écouter, comme beaucoup, ça a été plus Zemmour et Soral, hein, qui se sont un peu complétés à l'époque. Et il disait beaucoup de vrai, hein, il disait énormément de vrai. Hein. Il disait notamment que, je crois que c'est Zemmour qui disait ça, le vrai pouvoir, c'est évidemment ceux qui tiennent l'argent, donc c'est la haute finance, elle est bien au-delà des politiques qui, eux, ils ont juste la gestion de la société à faire. Mais le pouvoir marchand, le pouvoir de la haute finance, ça, l'écrasante majorité, c'est des hommes. L'écrasante majorité, c'est des hommes. Et de toute façon, le peu de femmes qu'il y a, c'est des filles d'anciens hommes politiques. Ou des femmes d'hommes politiques. Donc, oui, au niveau politique, ouais. Ouais. Bref, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de... En fait, non, en fait, il n'y a pas vraiment de... Elles sont effectivement très avantagées par... Enfin, les féministes, tout ça, tout ce qu'on veut, elles sont très avantagées par le pouvoir. Et d'autant plus que c'est très utile aussi pour aller faire les gendarmes partout dans le monde aussi. C'est très utile aussi. Là d'ailleurs, je viens de refuser un gros contrat à une ONG qui justement contribue à faire gendarme du monde avec la lutte pour les droits de ci, droits de ça et tout ça, notamment féministes dans tel et tel pays. Et moi au début je croyais que c'était droits des animaux. Ah, je me dis bon, on va regarder un petit peu, voir, en discuter un petit peu, éventuellement négocier. Hein, s'il y a des espèces à protéger, pourquoi pas, je vais vous aider. Mais là, je vois que c'était pas droit des animaux, c'était droit des humains. Mais droit, évidemment, droits humains au sens négatif du terme. Et donc, droit de l'homisme et tout ce qu'on déteste, avec tout ce qu'on déteste. Alors, je vous écris un gentil mail pour leur dire qu'il n'y a pas moyen de collaborer. mais je me dis, les pauvres, ils vont se demander, mais comment ça se fait que ce gars ne veut... parce que je vous dis ouvertement hein, que c'est pour des raisons politiques. Mais là, j'imagine les gars derrière l'écran se dire pourtant nos idées elles sont normales, pourquoi est-ce qu'ils... J'imagine déjà les gars. J'espère qu'ils vont me répondre pour que je rigole un peu. De quoi? Hein? Mais ils ne peuvent même pas s'imaginer que quelqu'un soit contre un droit, oui. un droit de l'homme. Oui, voilà. Mais pourtant, ce qui est bizarre, c'est que c'est des tarés, c'est des malades mentaux, parce que ces gens disent allez, la vérité, l'homme est tellement bon que par lui-même, il arrivera au bien. Ouais. Et en même temps, ils considèrent qu'ils doivent se battre pour les droits, ceux qui croient être des droits de l'homme,
Donc s'ils doivent se battre, c'est que la nature, selon eux, le bien n'est pas le chemin naturel de l'homme. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est des malades, tout simplement. Ils peuvent même pas comprendre ce refus que tu leur as fait. Ouais, non, ils comprennent Oui, pas, c'est pas il y a possible. une cohérence d'intelligence. Ouais, c'est pas possible. Bah ouais, logique, c'est logique. Parce que, en gros, les grands vainqueurs des guerres du XXe siècle, c'est eux qui s'en sont sortis haut la main. Voilà, c'est l'Occident capitaliste. C'est-à-dire l'Occident libéral, avec tout ce que cela sous-entend. Et donc, pour eux, c'est pas imaginable remettre ça en cause, à moins peut-être d'être mahométan radical. Voilà, sauf que moi, c'est pas mahométan radical, c'est catholique. Mais... parce que je dis mahométan radical parce que c'est pour l'instant c'est ce qui est à la mode et c'est bon, les guerres, le petit choc des civilisations qu'on a actuellement, c'est un peu entre eux et les mahométans radicaux quoi, pour l'instant. Oui, mais le mahométisme est promu par le système pour qu'il y ait de moins de gens qui aillent vers le catholicisme. Alors absolument, mais en fait toutes les fausses religions, toutes les croyances, tout n'importe quoi est promu d'une façon ou d'une autre. Le pire truc qu'une âme puisse faire, c'est aller vers le catholicisme. C'est la dernière chose qu'il souhaite. Et Tout le reste, tu peux être sataniste, athée, mahométan, même juif, tout ce que tu veux, la totale. Mais tout sauf catholique. Sauf catholique. Eh oui. Et là, parce que là, c'est la risée totale, ils vont tout faire pour te détruire. Tout faire. Ouais. Enfin, Non, mais c'est clair que aussi l'histoire avec Vincent Lambert, bien entendu, c'était aussi le fait que le centre de l'affaire, c'était un combat entre catholiques et la République. C'est ça qui a joué aussi. Hein. bien sûr. Si peut-être que d'autres religions n'auraient pas eu cet effet-là, hein, mais là, la République, elle n'allait pas nous laisser gagner. Hein. Elle pouvait pas nous laisser gagner. Hein. Elle n'a aucune raison. Elle nous a juste laissé gagner une petite victoire à un moment donné. C'était là où le procès avait été reporté, là où l'histoire avait été reportée. C'était juste avant les élections, comme par hasard. Non, tout ça est voulu parce qu'une fois qu'on se bouge, une fois, on veut bien continuer à bouger. Mais si le système nous offre une pause voulue, c'est très difficile de redémarrer les troupes. Une fois qu'on a fait une pause, donc là, le système a fait exprès de faire une pause avec Vincent Lambert, comme ça les gens se calmaient un petit peu. Et une fois calmés, c'est dur de redémarrer la machine. Et ça a été calculé et c'est voulu. Ouais, exactement. Je regarde un petit peu les Alors petites bon, notes. Je pense que moi j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Ce qui va être affreux, c'est dans la semaine de voir tous ces sales hypocrites de conservateurs, de ralliés, qui vont tous pleurer à la mort de Vincent Lambert. Alors que, par exemple, si on voit le livret du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, il était clairement mis qu'il fallait la séparation entre l'Église et de l'État. Donc, de quoi vous plaignez-vous, bande de poulets? C'est tout. Ouais, c'est ça quoi. Alors, je sais pas si vous avez encore d'autres choses à dire, notamment Cécile. Ben, je pense que vous avez quand même abordé pas mal de sujets. Maintenant, j'aimerais un petit peu revenir sur le fait que... donc oui, voilà, le féminisme se veut soi-disant identique, même supérieur à l'homme. Mais en fait, on se rend compte, pour revenir de manière un peu plus spirituelle, je vais dire qu'en fait, on lui donne l'ambition de suivre les 4 fausses promesses du démon. Je vais les répéter, hein, ça c'est toujours bien de répéter les choses. Donc, vos yeux s'ouvriront premièrement, deuxièmement, vous ne mourrez pas, troisièmement, vous serez comme des dieux, et quatrièmement, liberté de conscience, de décider de ce qui est bien et mal. Ah, c'est bien, j'ai jamais pensé à ça, moi. Ouais. Ce qu'on voit clairement, en fait, aujourd'hui, dans les conséquences, on va dire, de cette idée féministe. Non, c'est les causes. Ce sont les causes, mais on remarque que les causes sont perceptibles dans les conséquences. Bien en fait. sûr. Ouais, j'ai jamais pensé à ça, moi. Ah, ouais, c'est trop bien, c'est bien. Et pour revenir d'un point de vue plus vestimentaire, qui se rapproche également, bien sûr, de ces fausses promesses, qui fait partie de ça, la mini-jupe, elle signifie pour les hommes que la femme peut disposer, que l'homme, peut disposer de la femme comme il veut, mais la mini-jupe, la femme ne va pas renier son rôle de femme pour autant. Elle va réduire son état et sa dignité, on va dire. Ouais, ça c'est sûr. Cependant, elle reste quand même femme. Tandis que la femme en pantalon, elle, par contre, c'est l'intelligence qui joue. Et moi qui me suis convertie au catholicisme, je peux tout à fait
en témoigner, parce qu'avant, je portais des pantalons comme tout le monde, sans être consciente du mal que je faisais autour de moi. Mais quand j'ai commencé à m'habiller comme une femme catholique, je me suis rendu compte de l'influence en fait que j'avais sur les autres. Positive, ouais. Oui, parce que en fait, à chaque fois que la femme se porte soit une mini-jupe, soit un pantalon, bien qu'en mini-jupe, elle ne renie pas totalement son rôle. Oui, après les hommes, elle détruit sa féminité. Voilà, ça détruit sa féminité. Après, évidemment, le problème, c'est que les hommes vont plus avoir tendance à tomber dans le feu, à se brûler quand ils voient une fille en mini-jupe que quand ils la voient en pantalon. Donc ça, c'est encore un autre truc. Malgré qu'au moins, elle reste femme quand elle est en mini-jupe, évidemment. Bien sûr, du point de vue des hommes, oui, tout à fait. Du point de vue des hommes, c'est là que ça pose problème. C'est là que ça pose C'est problème. immodeste, mais c'est pas contre nature. Ouais. Ça va pas contre la nature. Oui, tout à fait. Je dis. Ce que Cécile veut dire, c'est que le pantalon est lié aux 4 fausses promesses du diable. Ouais, non mais c'est oui, tout à fait. Et le féminisme, donc, dans sa globalité, ouais. Exactement. Et aussi, surtout que, enfin, la mini-jupe aussi, hein, bien sûr, elle reste femme, mais en fait, étant donné qu'elle s'éloigne de son rôle de mère, la société qui se détruit en découle, en fait. Ça joue. Avec le pantalon, mais avec la mini-jupe, en fait, malgré tout, parce qu'une femme en mini-jupe, et en tout cas, j'en témoigne, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui seront d'accord avec moi. Mais peu de mères ont de mini-jupe. Eh bien oui, mais justement, c'est ça que je veux expliquer. Une femme qui porte une mini-jupe n'a pas dans sa tête, en tout cas, la vocation de mère. Non, elle ne veut pas être reconnue en tant que mère. Elle veut être reconnue pour son physique et son corps, oui, son corps, mais non pas pour ses qualités de mère et ses qualités plus profondes, on va dire, que son physique. Ouais, c'est vrai. Une femme en mini-jupe va vouloir plaire aux hommes et donc ça a un impact sur la société parce que les femmes en mini-jupe ne vont pas vouloir réellement être mère. Parce que être mère veut dire ne pas toujours être apérétée aux 4 épingles, ne pas toujours être au top, alors que la femme en mini-jupe recherche vraiment le regard en fait de l'homme. Ouais, c'est clair. Donc ça en plus, elles le savent. Il y en a plein qui font innocente et tout ça, mais c'est ça l'hypocrisie aussi, parce qu'on a plein, et c'est logique, elles le savent bien normalement. Mais les féministes qui disent oui, c'est pas parce que je m'habille comme ça que je suis une bip, blablabla, c'est pas pour ça qu'il faut me regarder avec un regard. Attends, tu fais brûler les hommes en t'habillant comme ça, c'est logique. C'est logique. Les hommes, ils sont fragiles. Une femme a moins chaud avec une longue jupe qu'avec une courte jupe. Ouais. C'est pour ça que les Sahraouis s'habillent en grande robe blanche, parce qu'il y a plus de convection forcée dans les jambes et c'est beaucoup plus rafraîchissant. Donc on arrête l'hypocrisie. C'était le petit commentaire, le commentaire ingénieur. Voilà. Voilà. Moi je pense que ça m'a l'air bon. Hein. À moins que Cécile, tu voulais rajouter un truc? Non, enfin. Donc non, l'habit catholique, la féminité catholique jointe à la foi catholique sont en fait le drapeau de la femme catholique. Et c'est par là qu'on arrivera à relever également la société. Bien sûr, c'est en changeant les hommes, comme on a parlé, mais c'est également en ressortant en fait le drapeau de la modestie et de la foi catholique. Ouais. Et non pas de l'orgueil de vouloir plaire et de vouloir dominer quelque part. Clairement. Et c'est pour ça qu'il faut faire clivage. C'est pour ça qu'il faut faire un maximum de clivage avec la société mécréante et pas les imiter. Il faut justement... parce que justement, si on les imite, ça veut dire qu'on se fait absorber. C'est ça le truc. Donc, les gens, ils viennent chez nous. Chez nous, ils sont ravis. Et c'est comme ça qu'on fait des conversions, d'ailleurs. Même l'habit, comme tu dis, le drapeau aussi, ça participe à de nombreuses conversions. Hein. Comment il y a des jeunes hommes convertis, la première chose qui les a troublés quand ils sont arrivés en religion, ils disent c'est l'habillement chez les femmes. Ah, c'est souvent comme ça. Les femmes, tout à fait. Voilà. Une petite expérience personnelle sans la faire trop longue. Quand j'ai commencé à m'habiller plus correctement, eh bien les hommes mais quasi tous, hein, attention, ont porté un autre regard en fait sur moi. On m'ouvrait la porte. Voilà. Quand je sortais du magasin, ce qui s'est passé, il y avait l'homme naturellement, même si les hommes de nos jours ne sont plus ceux qui devraient être, naturellement l'homme rattrapait ce respect en fait. Ah ouais, donc vous avez entendu les auditrices, vous avez entendu, hein. Si malheureusement vous êtes encore en pantalon et tout ça, mettez une longue jupe.
Mettez une longue jupe, parce que on sait pas, hein, peut-être les auditrices, elles sont pas catholiques ou qu'elles sont peut-être ecclésiastes, je sais pas. Mettez une longue jupe et faites le test. Allez dans la rue, faites des courses, allez au marché, regardez comment les hommes fonctionnent autour de vous. Donc ça, tu vois la différence Et clairement. Là. sans décolleter, hein, parce qu'on n'évoque jamais vraiment cette question-là. Voilà, Elle est quand même c'est ça. sortie, hein. Voilà, jusqu'au cou, hein. Et donc, quand on dit longue jupe, jusqu'au pied, hein. Y a pas au-dessus des genoux, tout. Non. Quand on dit longue jupe, c'est jusqu'au pied, hein. Et En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en position assise, le genou doit être entièrement couvert. Exactement. Voilà. Donc, quand vous êtes assise, la ligne doit être en dessous du genou. Les choses sont claires, les femmes. Voilà. Faites comme Cécile vous dit. Hein? De toute façon, vos rotules ne sont pas belles. Oui. Moi, j'ajouterais, tu sais, le premier truc pour convaincre, parce que comme on disait justement qu'il y avait une différence entre hommes et femmes par rapport à la réflexion mentale, il y en a beaucoup, elles veulent pas réfléchir, tu vois, elles veulent pas réfléchir. Qu'on leur explique les choses de façon tout à fait rationnelle par rapport au pantalon, par rapport aux mini-jupes et tout ça. Elles veulent pas réfléchir. Mais un truc qui fonctionne très bien, c'est quand elles apprennent que quand elles sont en pantalon mini ou jupe courte, tout ça, c'est qu'on voit qu'elles sont grosses. Là, elles supportent pas ça. Donc, tout d'un coup, elles vont mettre des longues jupes. Tout d'un coup. Et là, c'est vrai que ça couvre. C'est vrai que ça couvre bien. Là, tu vois, moi. Et combien de femmes fortes sont aussi belles en pleine rue, bien habillées? Oui. Et on ne voit même plus qu'elles sont fortes. Ben c'est ça que je dis. Ça couvre, tu vois la différence à mort, à fond. Clairement. Donc, il n'y a plus d'excuses. Mettez des longues jupes. Et arrêtez d'être féministe. Voilà. Acceptez. Voilà, faites ce qu'il faut. Rendez-vous compte que votre comportement, en fait, et votre manière de vous habiller, rendez-vous compte que tous les jours, en vous habillant de telle manière et en reflétant une telle image, vous participez au système, même si dans votre tête, vous ne le voulez pas. Ouais. Eh oui. Magnifique. Et de toute façon, quand il fait chaud, pensez à votre pauvre curé et à vos pauvres bonnes sœurs qui doivent porter des longs tissus aussi. Hein. Bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Parce que c'est similaire. On a voulu détruire le prêtre en retirant son habit, on détruit la femme en détruisant son habit aussi. Ben, la femme qui s'habille en homme est abominable devant la face de Dieu, c'est tout. C'est dans l'écriture, donc c'est tout. Il n'y a même pas à transiger. Ah oui, il n'y a pas de blabla, ouais, clairement. Eh ben, je pense qu'on a traité, quand même, avec une bonne largeur le sujet. Ouais. Eh ben, Yannick et Cécile, bonne soirée. En tout cas, voilà, grand merci. Hein. Très bonne soirée. Hein. Une autre prière. Merci à tous. Oui, merci à tous. Salut, grand merci. Hein. Salut.